Bonjour Benoît. Bonjour Laurent. Donc Benoît Laurent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le big boss de Textmaster, Oh, quelle belle introduction. que on s'est connu à Toulon. Tiens d'ailleurs, j'ai pensé à toi parce que regarde ce que j'ai retrouvé. Ah bah ouais, magnifique. Très bien. C'était la conférence E1 en juin 2011, si je me souviens bien. Exactement, ouais. Et puis depuis, bah, tu t'es parti sur ce vaste projet qui s'appelle Textmaster et qui est donc une marketplace d'achat, enfin achat, vente de contenu. Mais peut-être d'abord, explique-nous qui tu es, Qui, ton CV. qui je suis, vaste sujet, vaste sujet. Écoute, moi j'ai un profil un petit peu atypique puisque de base je suis pas du tout de ce secteur-là. Je suis souffleur de verre. Wow. C'était ma première. J'ai fait toutes mes études dans ce domaine-là. J'ai travaillé. J'ai commencé ma carrière professionnelle proprement dite là-dedans. Et puis voilà, assez vite j'ai compris que c'était pas ma passion mais que c'est un métier de passion. Et c'est comme un boulanger, tu te lèves pas toute ta vie à 2 heures du matin si t'aimes pas brasser de la farine et si t'aimes pas faire des croissants pour les gens. Et moi, voilà, j'aimais pas me lever à 6 heures du matin pour aller souffler dans du verre en fusion. Et donc je me suis cherché pendant un petit moment. Là, j'ai fait à peu près presque tous les jobs du monde. J'ai été facteur, préparateur de commandes et plein de choses comme ça. Tout job le plus inintéressant qui soit. Et puis un jour, j'ai croisé cet univers de passion qui est Internet. Et donc là, j'ai créé une première boîte qui s'appelle Média Nomade, qui elle est spécialisée dans l'édition d'un site web spécifiquement qui s'appelle binoot.com. C'est une sorte de réseau social orienté tourisme pour les voyageurs. Donc je partage mes bons plans, je raconte mes vacances, mes photos, tout ça. Enfin, je partage mes photos, mes vidéos, mes sons et mes textes. Et puis bah, en fait, dans cette société, l'activité alimentaire était justement centrée sur la production de contenu, où on rédigeait du contenu à la fois pour nous, mais en même temps pour d'autres éditeurs web. Et ma femme, qui était associée avec moi dans Média Nomade, elle faisait un peu de traduction ponctuellement, voilà, pour différents clients. Et puis est venu un jour où on s'est retrouvé dans une situation où l'activité alimentaire avait pris le pas sur l'activité principale de la société. Et mais en même temps, ça devenait un peu un problème parce qu'on avait d'un côté trop de pigistes et de l'autre côté trop de clients qui nous demandaient des choses et pas de capacité à générer de la marge puisque d'un côté les pigistes, enfin voilà, touchaient ce qu'on leur devait et de l'autre côté les clients, eux, payaient ce qu'ils nous devaient, mais on avait tellement d'échanges et on passait tellement de temps à faire le lien entre eux et eux que ça commençait à devenir compliqué. Donc est venue l'idée de créer ça de façon automatisée. Et puis voilà, en fait, c'est un peu comme ça que Textmaster est arrivé sur le devant de la scène dans mon esprit. Et puis bah là, j'ai rencontré trois personnes en fait qui sont mes associés historiques. Donc on est quatre cofondateurs de Textmaster. Et puis on a démarré l'aventure comme ça. Donc c'était en décembre 2009 ou 2010. Non, décembre 2010. Et voilà, donc on a travaillé le développement du site et puis 9 mois plus tard, 10 mois plus tard, le site a ouvert dans sa première version. Et là voilà, ça va faire un an maintenant que Textmaster, le 1er octobre, ça fera un an que Textmaster est live en public. Et derrière, donc, pour nous donner une idée de toute la machinerie que ça implique de monter quelque chose comme ça, comment tu t'y prends? C'est-à-dire d'avoir ces rédacteurs dans toutes les langues. Euh, Enfin, tout est effectivement déporté. Il y a pas de. C'est au niveau du management, ça doit être un sacré Alors, challenge quand même, non? C'est alors peut-être que je peux introduire rapidement en expliquant comment fonctionne Textmaster. peut-être, ouais, déjà, ouais. Donc, pour faire hyper simple, un Textmaster, c'est une place de marché dédiée
au contenu au sens large, mais au contenu texte. Donc on a vocation à répondre à tous les besoins de qui que ce soit sur Terre en matière de contenu texte, donc de la création, de la rédaction, enfin de la création, de la rédaction c'est pareil, de la correction, et de la traduction et même bientôt de la transcription. Et ça dans toutes les langues du monde. Alors aujourd'hui on est focalisé sur 8 langues, qui sont les langues les plus parlées dans le monde, pour faire assez simple, avec quelques petites variantes. On propose par exemple le néerlandais, notamment parce que Textmaster est une société bruxelloise, puisque deux de mes associés sont basés à Bruxelles et sont bruxellois. Et donc le néerlandais faisait forcément beaucoup de sens par rapport à la situation géographique de l'entreprise. Et on propose aussi le chinois, et donc dans les langues communes, on a anglais, français, italien, espagnol, portugais, allemand, enfin voilà, toutes les grandes langues européennes, évidemment toutes celles dont on peut avoir besoin au quotidien quand on parle d'internationalisation. Et donc, comme je disais, c'est une place de marché, ce qui veut dire qu'on organise la rencontre entre des clients qui ont un besoin et des personnes qui ont capacité à répondre à ce besoin-là. Et donc il a fallu, comme tu l'as dit, d'abord trouver ces auteurs-là. Donc là, on a appliqué une mécanique qu'on a fait, en fait, qu'on a affiné avec le temps. C'est-à-dire qu'on a commencé à recruter nos auteurs dès février 2011, c'est-à-dire quasiment dès le tout début de l'aventure de Textmaster. C'est-à-dire pendant que la plateforme était en phase de développement, on a commencé à recruter nos rédacteurs. Donc on a réfléchi d'abord à notre process d'évaluation et tout ça, et puis toute la mécanique pour attirer ces gens-là, parce que le but du jeu, c'est pas simplement d'avoir les mêmes auteurs qu'on trouve sur toutes les plateformes qui sont équivalentes. Notre objectif, c'est de proposer un travail qui soit le plus qualitatif possible, et donc bah voilà, aller trouver ces personnes qui ont capacité, qui ont toutes les compétences pour répondre aux besoins de nos clients, sans forcément même le savoir à la base, parce que par exemple, on a aujourd'hui sur l'activité de rédaction et de correction des instituteurs à la retraite, ou même des instituteurs qui sont sans poste, je appelle ça, sans attribution, enfin voilà, qui sont remplaçants, et qui viennent du coup travailler sur Textmaster, souvent par le biais d'une auto-entreprise ou quelque chose comme ça, pour se faire un petit complément de salaire. Et c'est des personnes qui ont toute capacité à produire un contenu. C'est des gens qui sont bercés par le verbe au sens large au quotidien. Donc il a fallu trouver où aller trouver ces gens-là. Et donc on a travaillé là-dessus, ce qui nous a permis d'ouvrir le site avec 15 000 personnes dans la communauté, et 15 000 personnes évaluées par nos language managers, puisque toutes les personnes qui travaillent sur Textmaster sont contrôlées à un moment donné, au moins au départ, par un être humain qui va relire et qui va vérifier l'exercice et qui va donner une note qui nous permettra de dire si oui ou non tu as ta place dans la communauté. Et après, effectivement, il y a un travail de management au quotidien, parce qu'il faut animer cette communauté. Il faut leur trouver du job, parce que quelqu'un qui s'inscrit en septembre, si tu lui donnes rien au mois d'octobre, il t'écrit en novembre pour te dire qu'il veut fermer son compte, même si ça lui coûte rien. C'est comme ça, c'est une mécanique humaine. Donc voilà, il y a plein de choses qu'il faut faire au quotidien. Alors on n'est pas quand même dans une problématique où on doit gérer le cas d'un RH qui aurait 26 000 personnes sous son aile. On n'est pas Danone encore, ou même c'est Danone certainement plus que ça. Mais donc on a des problématiques qui sont quand même assez particulières, mais finalement, écoute, aujourd'hui ça se passe plutôt très bien. Les gens sont assez souvent, c'est souvent même pour la grande majorité, très contents d'être sur Textmaster. Et voilà, ça se passe très bien pour l'instant. Est-ce qu'il y en a qui en vivent à temps plein? Oui. Ah ouais. Oui, écoute, le site a ouvert officiellement en bêta public le 1er octobre, donc accès à tout le monde, et aux clients comme aux auteurs. Aujourd'hui, on a une petite dizaine de personnes qui vivent à temps plein de leur job sur Textmaster. C'est pas forcément des gens qui sont inscrits au mois d'octobre et qui bossent depuis 11 mois sur Textmaster, hein. C'est des gens qui sont inscrits à différents moments, qui ont des compétences particulières. Pour la plupart, aujourd'hui, ce sont par exemple des traducteurs sur des langues classiques type français-anglais ou anglais-français, anglais vers espagnol, allemand vers anglais, enfin voilà, des choses comme ça. Ou alors des rédacteurs sur ces trois langues qui sont vraiment les langues fortes de Textmaster, hein. C'est même les 4 langues, parce que non, on en a vraiment 4, c'est français, anglais, allemand et espagnol, qui sont vraiment les 4 langues fortes de la plateforme.
Euh, et voilà. Parce que c'est bon, c'est quand même surtout, il faut expliquer qu'il y a ces fameux niveaux, hein, du bronze, argent, etc. Mhm. Et vous payez quand même relativement bien, hein, si je ne m'abuse. Un texte, ce que j'avais vu passer, c'était 1000, enfin, tu me diras si je trompe, mais Alors, on peut relativement, si on est un bon rédacteur, gagner 30 euros pour rédiger un texte de, mettons, 1500, 2000 signes, non? Un truc comme ça. alors pour faire très simple, effectivement, la rémunération des auteurs, elle est basée, tu l'as dit, hein, sur les niveaux qui sont bronze, argent, or, diamant et platinium, avec une petite particularité, c'est que notre volonté, et ça on l'a toujours affiché, et c'est d'ailleurs visible sur le site à qui veut aller le voir dans les pages publiques, hein, on récompense à la fois la fidélité et à la fois la qualité. C'est-à-dire qu'un auteur qui s'inscrit chez nous euh, verra sa rémunération augmenter mécaniquement en fonction de son historique chez nous. À mission équivalente, un auteur qui a déjà rédigé 1 million de mots chez nous gagnera beaucoup plus qu'un auteur qui démarre sur Textmaster, a vraiment à mission équivalente. Donc on veut vraiment fidéliser les auteurs et en même temps récompenser la qualité. Et là, ça passe par les niveaux qui sont les mêmes que pour les clients. Donc le basique, le standard et l'expert. Le standard, c'est vraiment enfin, pour schématiser, en fait, c'est assez simple. L'expert, c'est quelqu'un qui a une maîtrise d'un sujet et qui est vraiment capable d'aller faire une recherche approfondie le sujet à traiter dans la demande du client. Là, on démarre à 8 centimes par mot, ce qui nous met sur des tarifs qui sont très corrects par rapport au prix du marché. Et ensuite, on a des niveaux inférieurs qui sont standards et basiques. Alors, c'est assez simple. Un standard, c'est pour de la commande sur laquelle le sujet n'est pas forcément très facile d'accès. Donc, il y a un minimum de recherche et il y a une attente côté qualité qui est un peu plus forte. Et basique, là, effectivement, on est sur des contenus qui sont plus axés sur le volume, sachant que de toute façon, sur Textmaster, puisque l'objectif c'est de proposer de la qualité, de base, même sur le niveau initial qui est le niveau basique, on ne tolère pas les fautes d'orthographe. Donc si un auteur fait des fautes d'orthographe, si un client nous le signale, parce qu'on ne voit pas forcément passer tous les contenus, si un client nous le signale, il y a immédiatement des sanctions qui sont prises. Donc voilà, pour revenir à cette rémunération, effectivement, ça démarre à 1 centime par mot. Donc quelqu'un qui démarre sur Textmaster va gagner 1 centime par mot. Pour le niveau vraiment initial, donc je suis en bronze et là je travaille au niveau basique, donc le plus petit niveau, et ça peut monter jusqu'à 11,2 centimes par mot, où là vraiment on est dans le domaine de l'expertise avec un auteur qui a un vrai historique chez nous, donc on a quand même une progression qui est assez significative. Ce qui fait que, voilà, d'ailleurs, c'est ce que sur la question précédente, hein, ce qui fait qu'on a déjà des auteurs qui aujourd'hui Ouais. gagnent leur vie à temps plein en travaillant sur Textmaster. Passons maintenant du côté acheteur. Mhm. Euh, D'après, enfin, l'opinion générale dans le milieu, surtout référencement, tout ça, suite à ce fameux panda de Google, il y a 10 ans, la notion de ferme de contenu, d'accord, qui a Mhm. émergé. Les gens ont compris que effectivement, on pouvait faire du contenu à la volée, mettre des publicités dessus et gagner de l'argent. Donc ça, c'était un secret de polichinelle dans le milieu, on a tous gagné de l'argent comme ça, mais bon, ça a éclos au grand jour avec ce qui s'est passé l'an dernier. Et j'ai l'impression que les marketplaces, que ce soit la tienne ou d'autres, se sont un petit peu fait taguer comme ça en disant bon ben voilà, je peux acheter du texte pas cher sur Textmaster et me faire un max de pognon. Euh, et moi ça me dérange un petit peu parce que en fait, d'une part vous êtes qu'intermédiaire, donc t'es pas responsable de si le gars il veut acheter du bronze, du argent ou du platinum, mais comment combattre un petit peu cette image de vendeur de contenu à pas cher, quoi. Écoute, un vaste sujet. Euh, Nous, on n'a pas vocation à se battre. Là, j'élargis un peu la question, mais
je reviendrai sur la question initiale, mais nous, on n'a pas vocation à se battre sur le tarif. Et quand tu es vraiment orienté avec l'objectif de dire, bon, je vais faire un site, pour parler très clairement et très crûment, je vais faire un site de merde sur lequel je vais poser des AdWords ou n'importe quelle autre régie, et je vais me faire de la gratte comme ça, on sera pas les moins chers, donc de facto, cette personne-là ira pas forcément vers Textmaster. Nous, notre volonté, c'est de proposer un contenu qui soit de qualité, quel qu'il soit, quelles que soient tes attentes. On veut qu'à la fin, tu sois satisfait par ce contenu-là. Donc, déjà, c'est un point important par rapport à ce que tu présentes comme étant des fermes de contenu, parce que nous, si tu veux, on n'est pas là que pour produire du contenu online. C'est-à-dire qu'on n'est pas là que pour faire du contenu SEO. Évidemment, c'est un marché qui est fort et qui est important et qu'on veut adresser. Mais j'ai tout autant envie de travailler avec une PME qui va faire rédiger sa brochure pour son prochain salon, un hôtelier qui va faire traduire. Tu sais, quand tu vas à l'hôtel, tu as souvent une petite notice papier qui te dit, voilà, dans le quartier, il y a ça à faire ou ci ou ça. Ouais. Ben, on a envie que ces hôteliers viennent les faire traduire sur Textmaster et tout ça. Donc, on n'est pas là simplement pour produire du contenu au kilomètre. On est là pour apporter des solutions autour de la problématique du contenu. Donc, c'est déjà un point important. Après, effectivement, de toute façon, il y aura toujours des gens pour trouver que, effectivement, Textmaster et les autres places de marché de ce type-là ne poussent pas ce marché vers le haut. Moi, j'ai tendance à considérer cette position comme un peu élitiste, si tu veux. C'est un peu provoque ce que je dis là, et ça va pas plaire à tout le monde, mais euh, quand aujourd'hui tu commandes du contenu sur, euh, j'ai pas, enfin, quand un e-commerçant par exemple qui vend des bougies parfumées va créer sa petite boutique. Voilà, lui il maîtrise la bougie, il maîtrise la fabrication de son produit, il sait absolument pas rédiger un texte. Si tu lui dis demain, bah écoute, oui, c'est très bien, il y a plein de journalistes, il y a plein de pigistes qui sont dispo pour faire ce job-là. Honnêtement, ça ne nécessite pas les compétences d'un journaliste de rédiger une fiche produit pour vendre des bougies parfumées, quoi. On a simplement besoin d'une personne qui, intellectuellement parlant, est capable de produire un texte qui va présenter le produit. Et voilà, et là, je pense à ce que je disais tout à l'heure sur les instituteurs. Voilà, on a une de nos auteurs qui est la plus active dans la plateforme, qui est institutrice à la retraite. Aujourd'hui, elle a aucun problème à rédiger ce contenu-là. Elle le fait très bien, elle est très contente. Elle travaille sur Textmaster tous les jours quasiment. Elle travaille aux horaires qu'elle veut. Elle a pas envie de travailler pendant 3 jours, elle travaillera pas pendant 3 jours. Elle va passer une semaine pardon, chez ses petits enfants. Et ben, elle allume l'ordinateur qui se trouve dans le bureau. Elle va prendre quelques fiches parce que voilà, à ce moment-là, elle a envie de faire ça. Donc, je pense qu'on apporte une vraie plus-value à ce marché-là, aussi bien côté auteur, côté client. J'ai pas l'impression d'être une machine à produire de la merde, Ouais. parce que c'est pas notre job aujourd'hui, quoi. Ouais. Et de toute façon, on laisse pas passer la merde à travers Textmaster, donc Non, mais en fait, l'hypocrisie, elle est plus grave que ça, parce que d'où- c'est d'où- toi qui as parlé d'hypocrisie, hein. non, non, je te parle pas de ton hypocrisie à toi, je parle de Ah oui, non, non, l'hypocrisie je sais, j'espère. de cette foutue qualité du contenu. C'est-à-dire, d'où ça vient, ça, en fait. Si on fait un petit retour en arrière de ce qui s'est passé. C'est perdu, je Donc, crois. il y a une société qui s'appelle Demande Média, qui est un éditeur de ferme de contenu, donc du Allô? contenu à la demande, hein, aux États-Unis, qui a annoncé qu'il rentrait en bourse. Et elle édite des sites, effectivement, où les rédacteurs sont payés 5 dollars la page, plus 25% des clics publicitaires. Et les journalistes et les blogueurs qui gagnent une misère ont sauté sur ce modèle économique en disant, mais mon Dieu, on peut faire donc du contenu de soi-disant mauvaise qualité, euh, tout en gagnant des fortunes suffisamment en tout cas pour pouvoir rentrer en bourse. Ouais. Et c'est parti de là, ce truc de panda. Le problème, c'est que les publicités qu'il y avait sur ces fameux sites, c'était les publicités Google. Donc Le Google, fond lui, du ça lui allait très cercle. bien. Ouais.
ça a même carrément shifté le modèle économique de Google parce que il y avait à peu près un tiers des revenus qui venaient des résultats de recherche, donc des AdWords, hein, les pubs sur les résultats de recherche, un tiers qui venait des sites éditeurs, dont ces fameuses fermes de contenu, et un tiers qui venait des pubs sur les autres outils, type Gmail, etc. Et suite à ça, la portion des sites éditeurs a complètement rétréci. Et donc ils sont un petit peu aussi tirés une balle dans le pied. Mais ce qui s'est passé, c'est que ben, du coup, tout le monde a dit, bon, ben, effectivement, il faut du contenu de qualité. Mais moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que c'est, et tu l'as mentionné à plusieurs reprises, c'est qu'est-ce que c'est que la qualité? Comment on jauge la qualité? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Comme tu le dis, le gars qui veut faire une fiche produit pour ses bougies, c'est pas le même que celui qui veut gagner le prix Pulitzer, quoi. Non, ça. Non, non, Et mais ça c'est sûr. Ah, la notion de qualité, elle est assez. Je trouve qu'elle est assez complexe, effectivement. Euh, mais moi, je la généralise assez volontiers sur un principe assez bête et méchant, c'est que la première des qualités d'un texte, c'est sa qualité euh, sur les aspects linguistiques. Une orthographe parfaite, une syntaxe parfaite, un vocabulaire adapté, une grammaire. Enfin voilà, la grammaire, ça se définit pas. Je veux dire, ça se définit pas. Une grammaire correcte, quoi. Des conjugaisons qui sont propres. Enfin, voilà, ça, c'est un texte, c'est un constat de base. Mais déjà, un texte de qualité, pour moi, c'est ça. Euh, et après, effectivement, et il y a cette dimension d'objectif du client, c'est-à-dire que quand c'est un e-commerçant qui vient chez nous, ses attentes en matière de qualité, c'est beaucoup plus orienté sur le vocabulaire qui doit être vendeur, qui doit être accrocheur. Quand une société, on a dans nos clients des sociétés qui éditent des communiqués de presse. Je ne parle pas des communiqués de presse orientés SEO, hein, des vrais des communiqués vrais de presse qui communiqués, partent ouais. à des vrais journalistes. Ben, ces gens-là recherchent une traduction qui soit vraiment fidèle à la source. Voilà, enfin, il y a des problématiques qui sont diverses et variées. Aujourd'hui, nous, on a 26 000 personnes qui sont inscrites sur Textmaster. Euh, il y a des gens qui ont capacité à te produire un contenu pour un site e-commerce qui, voilà, qui n'a rien à envier à n'importe quel contenu qui pourrait sortir de n'importe quel cerveau humain. Il y a des traducteurs qui proposent des traductions qui sont extrêmement correctes. D'ailleurs, enfin, je dis, il y a des traducteurs, ça peut paraître un peu réducteur comme ça, mais vraiment, enfin, dans notre communauté aujourd'hui, on le constate, hein, c'est des gens qui ont capacité à répondre à ça. Donc, pour moi, voilà, cette notion de qualité, elle repose là-dessus. C'est voilà, la qualité linguistique du contenu et la qualité liée à l'objectif. Et effectivement, si ton objectif c'est d'avoir le prix Pulitzer, oui, bah non, effectivement, sur Textmaster, tu trouveras pas forcément d'auteurs qui. Et encore, je suis un peu provoque, mais le prix Pulitzer n'a pas toujours été attribué. Enfin, peut-être que je me trompe, hein, je vais peut-être dire une énormité, mais j'imagine qu'il n'a pas toujours été donné à des personnes qui ont 60 ans de carrière, un CV long comme le bras. Voilà, c'est comme d'ailleurs dans l'édition, dans les bouquins. Hein, il y a des auteurs qui sortent des chefs-d'œuvre dès leur premier bouquin. Il y a des auteurs qui, à 30 ans, ont déjà sorti X best-sellers. Et voilà, il n'y a pas besoin forcément pour être un auteur à succès de sortir d'une école fantastique, d'avoir croisé tel et tel éditeur sur les bancs de la fac ou ailleurs. Voilà, il y a des gens qui ont du talent et qui sont pas forcément issus du sérail, quoi. Et je pense que cette qualité, elle se définit aussi parce que les gens peuvent apporter comme plus-value dans le contenu qu'on va leur mettre dans les mains, quoi. Mais est-ce que tu crois que le web est encore, j'allais dire le parent pauvre, hein, c'est peut-être pas ça, mais un sous-produit éditorial par rapport à ben, la presse écrite ou les bouquins, etc. Est-ce Tu veux me que faire poser les deux doigts dans la... est-ce qu'un PDF a la même valeur que, est-ce qu'on peut faire un PDF d'aussi bonne qualité qu'un livre édité par Gallimard, quoi? Écoute, tu sais, là, bon, là, on élargit beaucoup le trait, mais
c'est comme tout, hein. Il y a 10 ans, quand on te parlait d'avoir un Kindle dans la main pour lire un bouquin, je pense que comme tout le monde, enfin, qui n'a pas crié au loup en dehors des geeks, hein, je veux dire, tout le monde, tout le monde trouvait ça ridicule. On n'allait pas prendre une espèce de tablette, acheter quelque chose qu'on possède même pas. Finalement, c'est complètement Ouais. immatériel. Et puis, bon, voilà, aujourd'hui, on le voit, hein, les bouquins se vendent sur Amazon comme des petits pains en version numérique. Là, les tablettes Kindle et compagnie, ça passe tout seul. Là, en sortant de la problématique SEO, par exemple, le marché de la traduction aujourd'hui, c'est un marché qui est très mal adressé online. Et pourtant, ça fait complètement du sens. J'ai un doc à traduire, j'ai un article de blog à traduire, j'ai un communiqué de presse à traduire. Peu importe. Ça fait vachement de sens de dire, voilà, ce communiqué de presse, je l'envoie directement sur une plateforme et je le récupère traduit. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus logique que de dire, voilà, bon, je vais prendre mon téléphone, je vais aller sur pagejaune.fr, je vais chercher des traducteurs. J'ai aucune espèce d'idée de qui sera le mec qui va traiter ma demande, puisque tu vas sur tous les sites des traducteurs, on te sort des assermentations machin, des labels de machin, des trucs de. Au final, toi, en tant que client, t'as aucune espèce d'idée du sens de ces choses-là. Tu sais juste que le mec, il a un bureau à côté de chez toi, qui se vend comme étant un bon traducteur français vers anglais, et t'es pas plus rassuré que ça, quoi. Ben, on a, enfin voilà, on a aujourd'hui volonté de dire, bah, c'est un marché qui s'adresse online. On peut répondre à ce besoin de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus claire. T'emmerdes pas à aller chercher le traducteur, tu l'envoies sur la plateforme. Nous, on va trouver les traducteurs qu'il faut pour toi. Et ta commande, tu vas la récupérer comme ça, par email, Ouais. enfin, donc, j'ai j'ai tendance à considérer que sur certains marchés, le web n'est plus un parent pauvre, et sur d'autres, il l'est encore. Je pense Ouais. que sur la traduction, c'est le cas. Sur de la rédaction, c'est plus le cas. Il y a encore des gens qui considèrent que c'est un petit peu un terrain boueux et qu'il faut pas, enfin, voilà, qu'il faut pas s'aventurer là-dedans. Et puis voilà, il y a des journalistes qui y sont. Je veux dire, honnêtement, alors je pourrais évidemment pas donner de nom, mais dans nos auteurs aujourd'hui, je pense à lui parce que le hasard fait que il vient de la région PACA et quand enfin j'ai vu passer son profil, on a quelqu'un qui est pigiste à l'équipe. Bon bah voilà, je veux dire, ce mec-là, je vais pas dire qu'il a tout compris parce que ceux qui ne sont pas encore chez nous, c'est pas qu'ils ont pas forcément tout compris, mais voilà, aujourd'hui il vient, il produit du contenu sur Textmaster, il a des clients qui travaillent avec lui régulièrement, il produit du contenu sur la thématique sport. Ce mec-là, il produit un super contenu, c'est top qualité, et puis ça n'empêche pas, une fois de temps en temps, de prendre un papier pour l'équipe, quoi, hein, donc Bien sûr. Ouais. Ouais. Ouais, je crois que effectivement, comme tu dis, petit à petit, les mentalités vont changer et les c'est comme tout, clivages. hein, il faut laisser un peu le temps au temps. On est là pour mettre un coup de seconde là-dedans et aider les gens Hmm. à accélérer un peu le mouvement, mais je suis pas inquiet outre mesure là-dessus, hein. Ça fait tellement de sens, si tu veux, quand t'es, euh, j'ai- alors, je parle beaucoup de la traduction parce que c'est vraiment le marché fort pour nous, même si la rédaction est hyper important. Enfin, c'est vraiment, ça se tient, hein, les deux. Euh, mais je veux dire, quand t'as quelque chose à traduire, ça fait tellement de sens de passer par un service web, même de la rédaction, quand t'es un e-commerçant, de passer par un service online où tu viens, tu vas. On a un client, par exemple, qui est e-commerçant, qui vend de l'électroménager. Il reçoit la doc technique de telle télévision sortie par Samsung, il l'envoie dans Textmaster en disant voilà, je veux que le texte final soit basé sur ce contenu-là. Donc là, on a un PDF avec toutes les caractéristiques techniques, le design et tout ça. Je veux un texte de 150 mots, premier paragraphe 50 mots, le design, deuxième paragraphe les fonctionnalités 50 mots, troisième paragraphe 50 mots, le contenu de la boîte et puis un petit peu les petits bonus à mettre sur ce contenu-là. Je dirais, qu'est-ce qu'il a à y gagner à passer par quelqu'un qui va être offline? Bien sûr. Euh, Rien du tout. Donc autant passer par là et passer par un service qui s'est spécialisé là-dedans, parce que c'est vraiment aussi la plus-value de Textmaster par rapport à d'autres plateformes. Je pense là-dessus à Mechanical Turk par exemple aux US ou à freelancer.com ou n'importe quoi. Voilà, c'est des plateformes qui sont hyper généralistes et aujourd'hui, bah, il n'y a pas de contrôle qualité par exemple. Nous, on fait du contrôle qualité permanent sur les contenus qui passent à travers la plateforme. Mechanical Turk peut pas faire ça parce que
peut-être qu'une commande sur 3 est centrée sur le contenu, le reste c'est des tâches autres, et il n'y a pas nécessité de faire du contrôle qualité, ça ne fait même pas de sens. Alors que nous, ben voilà, puisqu'on est centré sur la linguistique, on fait ce contrôle qualité-là, et ça fait partie des services qu'un petit éditeur, enfin un petit freelance local ne va pas pouvoir proposer, quoi. On a d'ailleurs plein de clients qui sont aujourd'hui clients de Textmaster, qui avant passaient par des agences locales, mais qui finalement n'étaient pas beaucoup plus satisfaites par le travail, parce que rétrospectivement, 2 mois après, quand tu as envoyé ton communiqué de presse en espagnol, t'as un pote qui tu vas croiser et puis qui va dire tiens, en fait, j'ai vu ton communiqué de presse, pas terrible, hein, il y avait un peu des fautes, ça m'étonnerait que tu aies eu des retombées. Bah non, j'ai pas eu de retombées. Bon, bah, tu vois, donc. Ouais. Il y a par contre il y a des gens qui ont été extrêmement surpris de la rapidité de production de Textmaster. C'est-à-dire Ouais. qu'à peine soumis, déjà livré, quoi. Effectivement, tu peux pas, si pour connaître d'autres structures de rédaction où c'est beaucoup plus lourd, où il y a une personne qui va recevoir le sujet, décider à qui l'attribuer, ensuite il y a le temps, une semaine de rédaction, puis il y a la correction, puis il y a le rendu. Ouais, ça fait un paquet de temps. Vous avez réussi quand même à couper pas mal les process tout en gardant ce contrôle de qualité, quoi, ce qui est assez impressionnant. Je, Aujourd'hui, on a 50% des commandes qui sont traitées en moins de 24 heures. Euh, pour la petite histoire, parce qu'on a fait le benchmark, en général, en moins de 24 heures, tu as dans le meilleur des cas récupéré un devis chez un pigiste, un rédacteur, voilà. Et ensuite, effectivement, il faut qu'il te cale dans son planning. Encore une fois, je veux pas, encore une fois, non, je l'ai pas encore dit, mais je veux pas donner l'impression que Textmaster c'est l'ennemi de ces gens-là. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont besoin effectivement de rapidité, qui ont besoin de souplesse, de facilité. On a la capacité, on a la volonté de répondre à ces problématiques-là. Effectivement, le cas un petit peu magique qu'on a eu sur Textmaster, pour appuyer ce que tu viens de dire sur la rapidité, on a un client qui a commandé des biographies d'artistes, 300 textes, 300 textes qui ont été commandés comme ça, non, 200 ou 300 textes, enfin peu importe, ça change pas grand-chose au résultat. Donc là, c'est du texte assez simple, hein, c'est présenter Lady Gaga. Donc là, je vais sur le site de Sony, je vais sur le site je vais sur Wikipédia, je vais à droite, je vais à gauche, je vais regarder son Twitter. Ça se fait extrêmement facilement. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour rédiger ça. Il faut juste savoir un peu surfer sur Internet. Donc ces 200 ou 300 textes ont été livrés en 45 minutes top chrono. Mais là, c'est la magie du crowdsourcing, c'est-à-dire que à l'instant où le client a lancé sa commande, se trouvait en attente de mission 200 rédacteurs. Voilà, il a pris limite, chacun de ces 200 rédacteurs a pris une fiche, l'a traité et l'a livré dans la foulée. Rédiger la biographie de Lady Gaga, ça prend 15 minutes grand maximum. Et donc voilà, 15 minutes plus tard, il a commencé à recevoir ses premiers textes et effectivement, c'est vrai que ça délivre assez vite. Après, voilà, encore une fois, c'est pas non plus là-dessus qu'on se bat, hein. Nous, on veut produire de la qualité. Si demain un client doit avoir sa commande en 72 heures au lieu de 24 pour lui garantir de la qualité, et ça prendra 72 heures au lieu de 24, mais il sera content de son contenu. Sauf qu'il y a quand même aussi un piège dans le système, c'est-à-dire que une fois que tu as repéré un auteur qui te plaît bien, Mhm. tu peux donc assigner les textes à cet auteur. Exactement. Et cet auteur, est-ce que j'ai pas l'impression qu'il y ait de contrôle, c'est-à-dire cet auteur peut justement emmagasiner les contenus et du coup là il va y avoir un problème de temps de rédaction. Non, un auteur ne peut pas avoir plus de 5 fiches en attente. Donc, D'accord. en fait, voilà, c'est tout simple. S'il a 5 fiches qui sont en attente, il peut pas en prendre une sixième. Donc, de toute façon, s'il veut pouvoir avancer, il est obligé de traiter ces 5 fiches-là. Ah d'accord. Du coup, ouais, du coup ça c'est ouais, parce que ça c'est C'est des mécaniques. Tu ouais. sais, c'est des choses qu'on travaille avec le temps, c'est normal. C'est comme le contrôle qualité. On affine beaucoup la procédure, on affine beaucoup les règles de fonctionnement. On bouge avec le temps. C'est ridicule, hein, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est la magie de la startup. Hein, c'est que on n'est pas des process de Ouais. cinglés et que voilà, quand on décide de changer une règle, on change une règle. Un principe tout bête, hein, mais c'est quand un auteur prend une fiche, il a un temps donné pour traiter cette commande. Donc si toi tu commandes un texte de 500 mots, il a 5 fois 1 heure pour traiter, en gros, non, il a un peu plus. Il y a 1h30 par tranche de 100 mots pour rédiger une commande. Donc quand un auteur prend ta commande et qu'elle fait 100 mots, concrètement, il a 1h30 pour la traiter.
Au-delà de ce temps-là, la commande repart automatiquement dans la plateforme. Bon bah voilà, c'est des règles qui sont toutes simples. Là, je révèle pas de secret, hein, je veux dire, c'est affiché. Il suffit de se créer un compte auteur pour le voir, c'est affiché dans les conditions générales d'utilisation. Je veux dire, c'est pas, on ne cache rien à personne et c'est pas un coup de Trafalgar qu'on fait aux auteurs, hein. Mais voilà, on rajoute des petits filtres au fur et à mesure, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, hein. C'est important de le dire, on considère pas les clients comme plus importants que les auteurs sur la plateforme. S'il faut dire à un client qu'il a tort, parce que l'auteur a raison, on lui dira de la même façon que l'inverse. Et si tu avais quelques petits conseils comme ça à donner plutôt du côté acheteur, donc Mhm. j'ouvre mon compte et comment je me démerde à bien démarrer sur Textmaster? Est-ce que Ouais, y a pas de problème. Écoute, c'est le meilleur des conseils et presque le plus simple et le plus logique. Et je fais un parallèle avec ça. Je sais pas si tu as déjà piloté des campagnes AdWords, bien sûr, mais quand tu démarres, si tu prends le petit chèque, enfin la petite carte cadeau que t'envoie Google, 50 euros, tu vas te créer ton compte, tu vas activer ton code promo, tu vas lancer 2, 3, 4, 5 annonces grand maximum. Qui a déjà récupéré un ROI correct de ces 50 euros-là? Personne. non, C'est ridicule. Parce que ça te permet juste de mettre le doigt dans le système, de dire putain, ça a généré du trafic. Bon, le taux de rebond est à 99,99% au global. Mais j'ai quand même eu du trafic. Et puis tu réalises que finalement, tu n'as généré aucune vente. C'est du trafic de super mauvaise qualité parce que c'est pas du tout ce que. Enfin, tu ne représentes pas ce que les gens cherchaient. Et donc, bah, tu vas remettre 100, 200, 500, 1000, 2000, 4000 euros selon tes budgets pour affiner tes campagnes. Et bien là, c'est un peu le même raisonnement avec deux différences. C'est que tu ne vas pas travailler sur des annonces, mais tu vas travailler sur des humains. Et la deuxième différence, c'est qu'évidemment, notre job, c'est de faire en sorte que tu trouves ce que tu attends sans, avant d'avoir dépensé 4000 euros. Et donc là, le principe, c'est de comprendre. En fait, c'est de la relation humaine. Tu viens sur Textmaster, t'exprimes ton besoin, tu vas le mettre sur la plateforme, tu vas donc créer ton projet et tu vas rédiger un briefing. Ce briefing, c'est la lettre de mission qui est donnée à l'auteur. Ben, ce texte-là, aussi ridicule que ça puisse paraître, il y a 50 façons de l'écrire, peut-être même 100, 300, 500 façons de l'écrire. Il y a des gens qui te font des briefings de 800 mots pour un texte de 100 mots, parce qu'ils veulent un truc hyper précis, ils veulent le maîtriser de A jusqu'à Z, et donc ils vont fixer des conditions hyper précises à l'auteur. Et puis il y a des clients qui vont faire un truc hyper simple, en 3 mots, parce qu'ils s'en foutent, ou ils veulent juste que l'auteur soit libre dans ce qu'il fait, ou juste parce que leur besoin est super simple. Quand tu veux faire traduire une doc, il n'y a pas 50 façons, de toute façon tu veux que ta doc elle soit traduite. Donc ouais. voilà, même de la rédaction, hein. Ça peut être extrêmement simple. Et de l'autre côté, ce brief-là, une fois que tu l'as envoyé, il y a des gens qui vont le lire. Et puis, bah, il y a des auteurs qui, eux, ne vont pas être à l'aise avec un brief extrêmement précis. Parce qu'ils vont se dire, moi, je préfère avoir un peu de liberté dans ce que je propose. Il y en a d'autres qui vont se dire, oula, trop de conditions, ça veut dire trop de possibilités d'emmerdement après, donc je prends pas cette fiche. Et puis, il y en a d'autres qui, à l'inverse, aiment pas du tout les briefs trop flous parce qu'ils se disent au contraire, justement, trop de possibilités. D'ailleurs, on me tombe dessus en me disant, attendez, c'était pas précisé, mais en fait, le texte, il faut qu'il soit rédigé avec un langage commercial. Et là, le client l'avait pas dit, donc on va me tomber dessus. Enfin voilà, c'est des exemples. Donc, la première des choses à te comprendre, c'est que l'auteur en face doit comprendre. Enfin voilà, on doit organiser la rencontre entre deux êtres humains et qu'un client va exprimer un brief d'une certaine façon, un auteur va le comprendre d'une autre façon. Et donc, quand on reçoit son contenu, son premier contenu, c'est pas toujours de la faute de l'auteur si le contenu n'est pas correct, quoi. Après, il y a des questions linguistiques et tout ça. S'il y a des fautes d'orthographe là, et là, c'est clairement de notre faute, c'est que le contrôle qualité n'a pas permis soit d'isoler cet auteur à temps, soit voilà, au hasard, malheureusement au milieu, et c'est une fiche qui est passée à travers. Auquel cas, c'est nous qui assumons là-dessus les conséquences. Et il suffit de faire signe au modérateur et saisir le support, peu importe. On sera toujours réactif et honnête là-dessus, il n'y a aucun souci. Euh, mais la partie voilà expression du besoin et compréhension du besoin, ça on peut rien y faire. Donc voilà, quand on démarre sur Textmaster, il faut bien comprendre qu'il y a cette petite phase d'adaptation, ce petit temps de compréhension du système, qui fait que voilà au départ, pour certains, il y a un petit temps de moulinette comme ça où voilà on va perdre un petit peu des crédits parce que on n'a pas trouvé encore l'auteur qui va vraiment avec lequel voilà, ça va matcher quoi. Et donc voilà, c'est comme AdWords, ben il faut pas simplement partir du principe que quand t'as mis tes 50 euros cadeau, si t'es pas content du ROI, ben c'est que AdWords c'est de la merde. Bien C'est sûr. un raccourci qui est bien violent, ben voilà, c'est exactement la même approche.
Sur Textmaster, il faut comprendre qu'en face, c'est des êtres humains, il faut organiser cette rencontre. Elle est souvent basée sur le hasard, elle est même d'ailleurs pas souvent, elle est toujours basée sur le hasard. Et qu'une fois que tu l'as trouvé, cet auteur-là, tu le mets dans tes favoris, et après, ça glisse tout seul. On a des clients aujourd'hui qui expriment des briefs en 3 mots, parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec toujours les mêmes auteurs, et les auteurs ont l'habitude de travailler avec les mêmes clients. Ils ont repéré, parce que un client ne connaît pas l'identifiant de l'auteur, et l'auteur ne connaît pas l'identifiant du client. Pour eux, c'est l'auteur, c'est A, 1, 2, 3, XY, Ouais. et le client, c'est 1, 2, 3, XY. Donc là, ils savent, ils savent avec qui ils sont. Enfin, le client sait avec quel auteur il va travailler, l'auteur sait avec quel client va travailler. Donc ils savent l'un et l'autre ce que l'un attend et ce que l'autre peut apporter. Donc du coup, la relation se fait de façon super simple. Et aujourd'hui, on a des clients qui commandent des centaines d'articles par jour et qui reçoivent leur texte sans aucun problème. Et ça se fait de façon super simple. D'autant plus avec l'intégration API. Mais enfin bon, je veux pas non plus donner l'impression que c'est une vidéo. Enfin, je veux dire, c'est pas une interview promotionnelle, quoi. Mais avec l'API, tu peux aller vachement loin et ça permet voilà, de fonctionner de façon hyper fluide et super rapide. Mais Mais, enfin, si, justement, l'API est. Enfin, c'est intéressant du point de vue technique parce que c'est souvent quelque chose qui manque pour ce genre de système. Je veux dire, t'as ton WordPress, si tu peux plugger directement l'API Textmaster et puis clac, c'est quand même vachement intéressant, quoi. ouais, ben, bon, alors pour l'instant, tu parles de WordPress pour l'instant, on n'a pas encore d'appli WordPress, ça ne saurait tarder, mais on n'a pas eu le temps de la faire rentrer encore dans le pipe, mais ça ne saurait tarder. Mais effectivement, oui, non, ça c'est certain. Voilà, c'est effectivement hyper pratique quand tu as l'habitude de travailler avec un WordPress, avec un Drupal, enfin, peu importe le CMS que tu Ouais. utilises, de pouvoir effectivement tout manager depuis ton interface. On a certains de nos clients qui l'ont intégré dans leur back-office, c'est-à-dire qu'on n'est même pas sur le niveau du CMS, c'est vraiment intégré dans leur système à eux, avec la fiche produit. Enfin, c'est vrai que c'est assez génial. Mais là, c'est génial sur la notion à payer en soi, hein, n'importe quel service qui existe. On s'inspire, tu vois, on a une vraie approche brique techno sur Textmaster. C'est qu'on a vraiment à 50% d'un côté la place de marché, l'autre moitié, c'est vraiment la brique techno, l'API qu'on veut intégrer dans plein de services. Et là-dessus, on s'inspire beaucoup d'un service qui s'appelle Twilio. Je sais pas si tu en as déjà entendu Oui, parler. bien sûr, ouais. Voilà, bah, eux, c'est qu'une brique techno finalement, quoi. Ouais. À intégrer. Donc pour ceux qui le savent pas, c'est un service de gestion de la communication audio à travers des sites. Donc ça permet de rajouter un petit module, appelez-nous par exemple, pour synthétiser grandement. Bon voilà, c'est qu'une brique techno et ça, voilà, c'est super pratique, ça marche super bien. Et les clients qui viennent chercher ça, ça va beaucoup plus loin qu'un simple bouton Skype, par exemple. Et autre question, est-ce que vous allez passer à autre chose que du contenu texte, de l'image, de la vidéo, Bah, de... alors, honnêtement, oui et non. Euh, non, parce qu'on veut être des spécialistes du texte. On est des spécialistes du texte, on veut rester des spécialistes du texte. Maintenant, puisque nous, on a la bonne idée d'avoir une API, il y a d'autres personnes qui ont la bonne idée d'avoir une API. Voilà, pour la petite histoire, je suis notamment associé avec, avec Thibaut Elzière, qui est l'un des fondateurs de Photolia. Ouais. Donc voilà, on peut imaginer assez rapidement que cette dimension photo rentre dans l'offre de Textmaster, mais ce sera un service annexe qui sera opéré par le biais d'un partenariat avec eux, une intégration API. Mais voilà, on n'a pas vocation, nous, à élargir notre domaine de compétences sur de la photo parce que ça nécessite une expertise particulière. Et aujourd'hui, je ne sais pas combien de salariés il y a chez Photolia, mais je dirais, c'est pas le même job. Modérer un texte et faire du contrôle qualité sur un texte, c'est pas la même chose que sur des photos. Sur des photos, il y a une problématique de droit. Tu prends la Tour Eiffel en photo, par exemple. Enfin, il y a des problématiques complètement hallucinantes sur ces trucs-là. Même tout simplement, je te prends en photo, je la mets sur Photolia. Il faut que je donne un document qui stipule que Bien tu sûr. as donné ton droit enfin, que tu as cédé les droits d'exploitation de ton image. Et donc nous, c'est pareil, c'est un autre métier. Donc on a vocation à travailler main dans la main avec ces gens-là, mais pas d'aller en concurrence avec eux. Non, il y a des gens qui le font très bien. Nous, on a vocation à ce que ces gens-là viennent nous voir pour dire, ben nous, on n'a pas l'intention de faire du texte, on va le faire avec vous, quoi. Mais justement, à propos de ce problème de copyright, enfin, c'est pas un problème, mais ça me fait penser à autre chose parce que pour le texte, donc, il y a le plagiat type contrôlé par Copyscape, d'accord? Mhm. Soit tu as pompé ton contenu,
Et On est donc, d'ailleurs plugué sur Copyscape, hein. je m'en doute, parce que c'est quand même efficace. Même si, bon, il est pas infaillible, mais il y a un autre niveau de duplicate qui est un petit peu plus pernicieux. C'est-à-dire que tu vas faire ta paraphrase, tu vas prendre ta source, comme tu as dit tout à l'heure, pour faire ta bio de Lady Gaga, tu vas aller sur Wikipédia et tu vas réécrire un petit peu. Ou, meilleur exemple, tu as une dépêche de l'AFP qui sort, d'accord? Mhm. Un petit paragraphe de texte. Ce petit paragraphe de texte, il est remâché par combien de centaines, par combien de milliers ou de millions de sources? Est-ce pour autant du contenu unique? Est-ce que Et c'est... là est la question. Ben, enfin, au niveau, il y a des algos qui permettent de déceler ça, hein. Il Ouais. y a ça, je sais que c'est pas du tout ta partie, mais il y a effectivement un niveau supérieur de duplicate et là aussi, les gens souvent se mettent le doigt dans l'œil. Par exemple, reprenons notre cas de bougies, d'accord? Le gars, il a un catalogue de 300 bougies avec 300 bougies différentes avec des couleurs, couleurs différentes et motifs différents. Oui. Et donc il va faire 300 descriptions soi-disant uniques, Mhm. avec comme variable le motif et la couleur. Ben, la mauvaise nouvelle, c'est que pour autant, non, elles ne sont pas forcément uniques. Elles sont peut-être uniques pour Copyscape, mais il y Je a... co- Alors, je comprends ce que tu veux dire. Là, c'est sûr que ça fait clairement partie pour nous des choses à affiner. Aujourd'hui, on travaille avec Copyscape. On essaye de tirer le meilleur de Copyscape. Après, comme tu l'as dit, hein, c'est pas infaillible et il y a une dimension une dupliquée qui va au-delà de ça, au-delà des simples, parce que je crois que Copyscape check les 20, 40 ou 60 premiers résultats des moteurs. Donc ça va effectivement plus loin que ça. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas aller plus loin que ça. Par contre, si tu as des adresses de services qui vont plus loin que ça, moi, je suis évidemment grandement preneur, parce que ça permet d'affiner le truc. Non, Mais, je connais des algos, je peux te présenter des ouais. scientifiques qui... Mais Mais présentez-moi. je vais t'annoncer la bonne nouvelle, c'est que si vraiment les moteurs voulaient être sévères, Oui, il les appliquerait aussi. non, s'ils voulaient être sévères à ce niveau-là, eh ben, il y aurait plus de web. Oui. Bah, non, mais t'as raison. Parce que T'as le raison. Enfin, web est franchement très merdique à ce niveau-là, quoi. Les contenus sont très très fortement similaires. ouais, non, alors là-dessus, je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'à partir du moment où tu es sur une requête concurrentielle, effectivement, là, tu te fais manger. Moi, je viens du e-tourisme juste avant Taxmaster. J'avais le site dont je parlais tout à l'heure. Au-delà de la plateforme communautaire, il y avait aussi une plateforme vraiment centrée guide de voyage. On a 30 000 pages de contenu qui ont été produites par des journalistes. Parce qu'à ce moment-là, moi, j'avais pas Taxmaster. Ouais. Donc, je travaille avec des journalistes. Donc, c'est un contenu qui est super bon, mais effectivement, bah, quand tu te retrouves face à des mecs qui passent leur journée à essayer d'être premier sur la tour, sur le mot-clé de Tour Eiffel, bah, effectivement, là-dessus, tu es sur de la suroptimisation. Le contenu, il n'a pas forcément de plus-value. Toi, tu vas leur sortir une petite anecdote que personne n'a mis ou très peu de gens ont mis, mais elle va rien t'apporter par rapport à celui qui se bat toute la journée ses techniques de Sioux pour être premier. Donc, effectivement, tu as raison t'as raison sur le fait que si Google voulait vraiment le faire, il se tirerait probablement une énorme balle dans le pied. Après honnêtement, voilà, moi, comme je te dis, le SEO, c'est pas non plus ma grande spécialité, donc je ne ferai que caler dans ton sens, puisque de toi à moi, il n'y a pas de rapport il n'y a pas de rapport faisable sur les compétences, clairement. Mais bon. Et sinon, bah, de toute façon, je pense que il y a pas le futur semble rose ou brillant pour Textmaster. Il n'y a pas de tous les voyants sont au vert, hein, surtout avec, je te dis, cette Google Parano qui dit que il faut absolument du contenu. Moi, combien de gens je vois arriver avec des catalogues de 10 000 références et ils ont écrit 10 000 fiches produits, quoi. Ouais, bien sûr. Mais tu sais, ça va même au-delà de ça. Enfin, après, c'est peut-être moins branché SEO, mais quand tu vois le nombre de e-commerçants qui proposent des fiches produits avec des fautes d'orthographe, Ouais. ouais, c'est à se tirer des plombs, hein. C'est dingue comme si
Tu te dis, on est en 2012, les mecs, ils ont leur site qui est en ligne depuis des années et ils ont encore des fautes monstrueuses sur leur page, quoi. Et ils réalisent même pas qu'en termes de conversion, enfin, je veux dire, si on se projette à l'envers, je veux dire, moi, si je vais sur un site, je veux lui acheter une télé, je vais l'acheter, je sais pas, entre 500 et 1500 euros. Euh, Enfin, si j'arrive et que le mec il écrit télévision avec un Z à la place du S, parce on voit ce genre de choses, ça me met pas forcément dans les conditions pour. Donc c'est sûr que enfin, ça va beaucoup plus, c'est beaucoup plus large que ça. Effectivement, écoute, je sais pas si, pour revenir à ce que tu viens de dire sur Textmaster et sur l'avenir, je sais pas honnêtement, évidemment, je peux pas présager de ce qui va se passer. J'ai le sentiment qu'on apporte une vraie réponse à une vraie problématique qui est large autour du contenu. Les voyants sont effectivement ouverts. On va faire en sorte qu'ils restent ouverts. Et non, effectivement, enfin là-dessus, je partage ton optimisme évidemment avec une proportion gardée parce que moi j'ai le nez dedans toute la journée et que j'ai l'impression comme tout bon perfectionniste et comme toute personne qui se trouve à la barre d'un bateau, qu'il y a toujours des défauts dans ce bateau-là et qui pourrait flotter bien mieux, qui pourrait aller plus vite, qui pourrait proposer des activités encore plus réjouissantes à ses passagers. Mais voilà, on va faire en sorte. Bah, tu On va sais, faire en sorte. je crois le vice rédhibitoire, c'est le fameux ROI, c'est-à-dire que c'est plus compliqué de calculer un retour sur investissement sur un. Enfin, tu vois, Oui, tu achètes des AdWords et c'est très vite calculé. Tu veux valoriser du contenu, c'est déjà un petit peu plus compliqué à calculer, quoi. Donc, mais bon, certain. Mais ça, c'est un avantage et un inconvénient de la chose, c'est que tu es dans une période de doute, tu as ouais. peur, tu veux du contenu de qualité, donc tu as tendance à. Il y en a pour qui ben voilà, la dimension de temps est trop importante, et donc préfèrent y aller step by step et ne pas y aller. Enfin voilà, y aller vraiment progressivement. Et puis il y a celui qui a conscience que bah, c'est aujourd'hui qu'il faut planter pour récolter ses fruits demain. Ça, Ouais. une petite phrase un peu poétique, et qui va du coup anticiper et proposer, enfin mettre son arbre dans la meilleure terre, enfin sa graine dans la meilleure terre, qui va l'arroser proprement. Et nous, on a vocation à être un de ces composants qui va te permettre d'avoir les meilleurs fruits dans les meilleures conditions, quoi. Tiens, mais dernière question qui est d'ailleurs perso parce que j'ai pas trouvé d'offre qui offrait enfin ce que j'appellerais de la traduction libre. Euh, Ouais, ok, tu as ta doc pour ta machine à laver ou ton téléviseur Samsung, il faut que ce soit. ouais. Par C'est pas contre, 50 façons de dire que ça fait 10 pouces l'écran, quoi. ouais, mais par contre, si bon, j'ai mon texte en français que je veux traduire en hollandais, en néerlandais, mais je m'en fiche complètement que ce soit. Il faut que simplement l'esprit soit là, que ce soit le. Mhm. Parce que les tarifs de traduction sont pas du tout les mêmes que les tarifs de rédaction quand même. Si, sur Textmaster, c'est les mêmes, hein. Ah, c'est les mêmes chez vous. Ouais. Mais Et, ouais, en fait, je crois que c'est. Enfin, j'ai eh, jamais trouvé ouais, de ça, eh bien, écoute, tu l'as trouvé. de la traduction libre. Tu l'as Ce que trouvé. j'appellerais, c'est ça, où il n'y a pas besoin forcément d'avoir. C'est simple. Tu sais, quand tu vas créer ton projet de traduction sur Textmaster, tu as le briefing dont je parlais tout à l'heure, ce petit texte dans lequel tu donnes l'ordre de mission à un traducteur. Mais si tu veux qu'il fasse une traduction fidèle, tu lui mets, voilà, tu as besoin d'une traduction fidèle de ton contenu. Si au contraire, tu veux que l'auteur prenne des libertés par rapport à la culture, par exemple, de la langue, parce que je sais pas, je dis n'importe quoi, mais si toi, tu as un site e-commerce très orienté jeune et tu vends des accessoires pour les voitures et que tu as envie de parler de bagnole en français, t'as pas envie que le mec il le traduise par car, tu vois, tu Ouais. vas vouloir la traduction réelle de bagnole. Bah, tu peux dire à l'auteur que tu veux cette traduction littérale et tu veux absolument que. Et si toi, dans ton besoin, tu veux simplement que. Tu veux pas forcément la traduction de bagnole, tu veux la traduction dans l'équivalent du langage. Et si, bah, par hasard, en anglais, la traduction de bagnole, il n'y a pas vraiment de mot d'argot, et c'est. Enfin, il y en a un, mais il est pas très utilisé, et qu'il est pas. Voilà, il a pas la même consonance qu'en français. T'as juste à dire à l'auteur que tu veux qu'il fasse une traduction libre du contenu, qu'il n'hésite pas à reprendre des phrases s'il estime que c'est à reprendre pour former. Enfin, voilà, pour apporter un texte qui sente vraiment local. Ouais, Tu peux tout à fait le faire, tu le mets dans le briefing, et c'est à l'auteur de respecter cet je engagement comprends, je face à comprends. tout le monde. Non, c'est vrai, j'avoue que j'ai jamais.
J'ai vu le côté rédaction de Textmaster, mais pas le côté traduction. Mais Mhm. bah, il va falloir que je m'y mette alors, hein. Eh bien, viens. Ben Benoît, je vois que déjà qu'on a, ça fait, oula, c'est presque une heure qu'on Ouais, papote. ça va être une longue vidéo. Non, on est Mais des gens intéressants, sympathiques, ça va poser de problème à personne. ouais, non, non, mais tu vas voir, ça va bien se passer. Et J'en doute puis pas. ben écoute, j'espère te voir un de ces quatre quand je Avec descendrai plaisir. dans le sud. Avec plaisir. N'hésite- Et puis merci beaucoup en tout cas, hein, pour avoir pris le Mais temps merci. de répondre à tout ça. Et bien Merci à sûr, ben, toi. si vous avez des questions, etc., maintenant vous connaissez le grand Manitou de Textmaster. En, demandez-moi son C'est email moi. et vous pouvez aller le floader directement. C'est ça. Et puis on a un support qui est réactif si vraiment j'apporte pas la réponse rapidement ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème. Allez, merci Benoît. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir.